Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de questions d'actu ce soir. L'émission d'aujourd'hui est intitulée « La relation de l'Algérien avec la chose politique ». Alors, cette question a été soulevée à plusieurs reprises depuis des mois, en tous les cas sur ce même plateau. Tous les invités posent pratiquement à chaque fois la même question. Lorsqu'on aborde n'importe quel sujet ayant une relation directe ou indirecte avec la politique, on évoque systématiquement le désintéressement des citoyens. D'ailleurs, la participation des électeurs aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire les législatives du 10 mai prochain, reste la grande inconnue. On craint cette fois encore un taux d'abstention important, comme ce fut le cas, rappelez-vous, en 2007 avec les fameux 36%. Du coup, on s'est posé la question, pourquoi on est arrivé à cette situation? Pourtant, ce n'était pas le cas avant. L'Algérien semble dégoûté de la politique, il ne veut plus entendre parler des partis, de l'Assemblée, des lois, du pouvoir, de l'opposition, de tout cela. Ça ne lui dit strictement rien du tout. Eh bien, partant de ce constat, on a décidé tout simplement de consacrer tout un débat d'une heure à propos de ce sujet. Les jeunes se désintéressent de plus en plus de la politique. Ils ont la tête ailleurs. Est-ce que l'Algérien est en train tout simplement de se transformer? Est-ce que c'est la faute des partis qui n'ont pas su drainer les foules? On verra tout cela dans un instant. Et puis d'autres diront que c'est mondial, universel. Ce n'est pas le cas que de l'Algérie. C'est partout pareil. Les citoyens se détachent de la chose politique. On va poser également la question à nos invités ce soir pour en savoir davantage. Laissez-moi vous présenter le plateau d'aujourd'hui. Driss Aloueche, vous êtes avocat, enseignant de droit à l'Université d'Alger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Abdelhak Mekki, un habitué, on vous invite assez souvent. Vous êtes politologue, économiste, vous êtes également consultant. Mohamed Lakhdar Maougal, vous êtes linguiste, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages. Vous nous avez ramené 3 qu'on va présenter à la fin de cette émission. Et vous êtes également vice-président du comité scientifique de l'Académie africaine des langues. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, tout d'abord, voyons l'avis des citoyens. Et vous allez me dire, c'est ce qui nous importe en premier. On a fait tout simplement que poser la question à des passants dans la rue, la politique vous intéresse-t-elle, oui ou non? Voici les réponses recueillies par Nawal Abada. On revient juste après. L'actualité politique arrive-t-elle à capter l'intérêt des Algériens? Bien sûr, comme tout Algérien, c'est notre devoir. C'est un sens de civisme. Il est obligé de suivre les initiatives en Algérie pour voir s'il y a un contenu politique ou pas. نتبع بصح ما كاش كل حزب راه المصالح الشخصيه كل حزب في الجزائر اللي يدير كحزب مؤسس حزب لمصلحته الخاصه مش لمصلحه البلاد بس هو اي حزب عنده برنامج باش يبني البلاد. Pourquoi? Tout simplement on n'a pas le temps. نقرا الاخبار تبع شرح صاري في البلاد وجديد وكلش. J'ai suivi pas mal de fois j'ai fait des élections présidentielles. Est-ce le cas pour les jeunes? Les jeunes, non, les jeunes, ils sont vraiment à côté. Ils ne suivent pas, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils s'intéressent à leur avenir, c'est-à-dire leurs études, l'emploi. Un petit sondage du côté de l'Université d'Alger nous a en effet confirmé cette tendance. Pas trop. Il y a intérêt بصح ماشي بزاف. هذه بوليتيك تاعنا صعيبه بزاف وما نقدرش نتبع. Je ne m'intéresse pas. Est-ce que vous lisez les journaux? Est-ce que vous achetez les journaux quotidiennement? C'est pas quotidiennement. Des fois comme ça. Ben non. Pourquoi? Ben, j'ai pas vraiment de temps pour suivre la politique. Ben, je fais attention à mes études, c'est déjà quelque chose. Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ça Vous m'intéresse êtes étudiant en quoi? pas. Traduction et interprétariat. Et vous ne suivez pas la politique? Non, pas du tout. تسمع ما تهمنيش ماهوش خاطر البلاد ما تفهميهاش. جرائد ما نقراش بزاف. وعلاش؟ هكذا ما حبيتش ندخل روحي في صوالح كيما هكذا تاع سياسه. حب راني عايش واكل الحمد لله. Du tout. Ça m'intéresse pas. Non. Parce qu'il n'y a pas de politique en Algérie. Est-ce que vous êtes étudiant ou vous travaillez? Je suis étudiant, oui. Donc vous êtes l'avenir de demain, vous êtes l'avenir de l'Algérie. Oui, mais il n'y a pas de politique.
Actuellement, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique, il y a des coulisses, il y a des interlignes, on ne comprend rien, nous les jeunes, on ne comprend rien. Vous n'essayez pas de vous immiscer. Mais si, on essaie, mais il n'y a rien. Pour certains, ce manque d'intérêt est justifié. في الجامعات لهنايا ما مشي يديروا لنا محاضرات ما مشي يديروا لنا واسمه معارض تاع يثقفوا الشباب. ثم يرحم بك انا كشاب من اللي نشفاني زدت 89 من اللي نشفى نفس الوجوه تاع اللي راهي في السياسه هذوك. كيفاش راح نهتم بالسياسه؟ باينه هذوك حتى لو كان نهتم بالسياسه اوتوماتيكمون تبرمجت في العقل اللاواعي باني ما راحش نلقى بلاصه. باسكو من اللي بديت نشفى الناس تاع 60 تاع 50 تاع 40 راهم مازالوا يعيشوا في البوليتيك. Même l'événement majeur qui occupe le devant de la scène politique algérienne n'arrive pas à capter leur attention. Oui, heureusement. Ils nous harcèlent par les messages en fait. Ils nous harcèlent quoi. Je ne vote pas, je ne voudrais pas voter moi. Eh ben, ça ne m'intéresse pas. Oui, je sais qu'il y a des élections par message SMS. Et vous allez voter? Oui, je crois. Vous êtes inscrite? Non, pas encore. Mais je vais voter, je vous assure. على بالك الديس ما كان لا تولي ميساج يقرا حتى عسكري راه عرفت par message. Mais parce qu'ils يبعثونا les SMS ou téléphone voter. C'est de cette manière-là que vous êtes au courant? Oui, effectivement. Je sais qu'il y a des élections, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous irez voter? Ah non. Pourquoi donc? Bah, si j'aurai le temps, j'irai. Si j'aurai pas du temps, bah, l'année prochaine, Inch'Allah. Elle est bien loin de l'époque où étudiants et politiques rimaient parfaitement. Voilà, des avis recueillis par Nawal Abada en face de la fac centrale ou carrément à l'entrée de cette prestigieuse université. Vous imaginez tout le nombre d'étudiants qu'il y a là-bas. Voilà un peu les échantillons qu'elle a pu rencontrer sur place. Le reportage a été tourné il y a exactement 3 jours. Alors, les raisons sont multiples. On est là justement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quelles sont les plus plausibles à votre avis pour expliquer aujourd'hui ce désintéressement de la chose politique vis-à-vis de l'Algérien? Mohamed Lahdan Maougal. C'est logique. Tout à fait logique parce qu'il faut prendre les choses dans une perspective d'analyse longitudinale. La société algérienne a été très politisée, très politique, dans le mouvement national en particulier. Quand on jette un coup d'œil sur les itinéraires des gens qui s'étaient engagés dans le mouvement national, ils étaient nés au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils se sont engagés pratiquement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à 20 ans. Et ils ont abouti dans leur mobilisation, dans leur travail, dans leur engagement, ils ont abouti aussi parce qu'il y avait un contexte qui accompagnait, il y avait une politisation internationale, c'est le mouvement de la décolonisation dont l'Algérie était partie prenante. Il ne faut pas oublier Bandung. Bandung, ça ne parle plus aux jeunes aujourd'hui, ça parle aux gens de ma génération. Donc il y a eu une première période que je pourrais appeler la période, disons, de l'engouement pour la politique, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'était la libération de la patrie et l'émancipation nationale. Ce n'était pas les itinéraires personnels. Donc vous parlez du contexte de l'époque. Je dis bien que dans un premier temps, c'était ça. Donc dans ce premier temps, il y avait comme une sorte de culture d'enchantement. On était enchanté à la perspective de participer soi-même de manière très active à l'émancipation de la nation. Ensuite, ce qui a donné d'ailleurs, pour réagir à ce qui a été dit dans la rue, il y a eu une première enquête très importante qui a été faite sur la société algérienne dans les premières années de la guerre de libération nationale. C'est un certain Frantz Fanon, qui est algérien et qui est venu faire un travail, qui a analysé la société algérienne et qui a montré combien la chose politique préoccupait, passionnait les Algériens, alors qu'il y avait l'incertitude au bout. On n'était pas sûr du tout des résultats, mais on était convaincu qu'on était dans un train qui est non seulement composé de plusieurs wagons dans l'Algérie, mais l'Algérie, à un moment donné, allait devenir la locomotive de ce mouvement. Ensuite, il y a une deuxième période.
La deuxième période, à partir du moment où l'indépendance a été acquise, l'institution politique qui se met en place a mené tout un travail de dépolitisation. Et ce travail de dépolitisation, il est lié à une question centrale. C'est le problème de la légitimité du pouvoir. On ne peut pas ne pas se poser la question de l'origine de la dépolitisation si on n'aborde pas la question de la dépolitisation, de la question de la légitimité du pouvoir, qui n'est pas propre à l'Algérie, qui n'est pas propre à la région, j'allais dire, arabo-musulmane et même africaine à laquelle nous appartenons. Il n'est besoin que de lire Rasail Siyasiya al-Jahab. La préoccupation centrale déjà à l'époque, c'était la question de la légitimité. C'est quelque chose qui est lié fondamentalement à la culture arabo-musulmane. Donc vous dites qu'il y avait une période pré- et post-indépendance, bien sûr, qui ont énormément joué à ce qu'aujourd'hui on ait ce résultat. Attendez, je ne suis pas encore arrivé à aujourd'hui parce que les choses sont beaucoup plus complexes. Oui, je vais être très rapide. Je peux dire grosso modo, quand nous étions dans la période de la confrontation avec la modernité qui s'est imposée à nous par la nécessité de l'émancipation et de la libération de la nation, il y avait cette attitude pratiquement magique, mythique, de politisation, c'est la recherche de l'épopée. Ensuite, nous sommes entrés dans la phase de vérification de l'émancipation, de la mise en route du processus d'émancipation. C'est là où la société a commencé à connaître les vrais problèmes. Jusqu'à la troisième période que je fais démarrer à partir pratiquement de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire très proche de nous, 89, nous sommes entrés dans un monde totalement renouvelé, tellement renouvelé que les politiques les plus chevronnés n'arrivent plus à s'y retrouver. Parce que la chose politique échappe au cadre national, elle échappe au cadre régional, elle est maintenant pensée, réfléchie à une échelle internationale. D'accord, donc raison fondamentalement historique selon l'Akhdar Maougal Al-Hakmaki. Selon vous, pourquoi on est arrivé aujourd'hui à cette situation? Écoutez, bon, il y a des facteurs d'apport historique très importants qui vont très loin. À mon avis, si l'on veut comprendre, parce que ça n'est pas quelque chose qui caractérise que les Algériens, l'engouement de la... Si vous voulez, on va en parler du monde à la fin. Oui, alors Restons je veux parler du monde arabe d'abord. C'est-à-dire que si l'on prend Ibn Khaldoun, déjà décrivait les rapports du citoyen, entre guillemets, ou du maghrébin à l'égard du pouvoir. Et Ibn Khaldoun a très bien décrit comment les pouvoirs se mettaient en place et comment les gens s'y intéressaient. C'est uniquement lorsque la tribu devenait forte, puissante, que le sultan était issu de cette tribu-là et que les autres tribus n'existaient plus. Enfin, c'est l'analyse que fait Ibn Khaldoun. Donc si on part à partir de là, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs périodes dans la mobilisation des Algériens et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des réminiscences de ces comportements. On oublie que pendant 5 siècles, pratiquement, les Algériens n'étaient pas associés du tout à la vie de la cité du temps des Ottomans. Ils étaient reclus. Seuls les Koulouglis, c'est-à-dire les enfants qui étaient issus de mariages mixtes, avaient une certaine position sociale. Les autres qui leur permettait d'accéder à la politique. Voilà. Les autres étaient complètement reclus. Bien sûr, alors, mais évidemment, il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de choses significatives à l'égard de l'Empire ottoman, parce qu'il y avait une certaine cohérence culturelle, et je dirais même cultuelle, concernant le pouvoir. C'est-à-dire que la philosophie musulmane donne le respect à l'autorité absolue qui est celle de l'aîné, du père, du chef de famille, etc., etc. Et donc il y a des réminiscences de ce genre. Et arrive la colonisation. Nous le savons, pendant un siècle, les Algériens ne savaient même pas ce que ça veut dire le vote. D'accord ? Il a fallu attendre 1946 pour qu'il y ait les premiers votes où sont associés les Algériens, et c'est les fameuses élections Nejlen qui étaient truquées avec les 2 collèges, etc. Donc c'est une histoire qui va conditionner l'Algérien
dans son intérêt à la politique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu d'intérêt politique pendant des siècles, puisque la politique ne le concernait pas, ne concernait pas sa vie. Les Turcs l'ont mis, avec les politiques répressives du Marzen, l'ont renvoyé dans les fins fonds de la campagne et du désert. Et puis les Français ont fait la même chose, et que finalement, et là je ne suis pas d'accord avec l'analyse que fait le professeur. Je vais expliquer pourquoi l'indépendance a été très très difficile. Et c'est là où on va voir la signification réelle du comportement politique des Algériens. C'est qu'en fait, la colonisation, elle a complètement mis de côté la question politique, de la mobilisation politique. On sait ce qui s'est passé avec les communistes, etc. Que même les communistes en 1920 ou 21, si je me rappelle, à Sidi Bel Abbès, la cellule communiste, a fait que Lénine a qualifié la résolution de résolution esclavagiste, c'est-à-dire pour dire que nous avions des attitudes qui sont là. Ce qui s'est passé après l'indépendance, ou dès 52-53, et après l'indépendance, c'est ce que l'on peut appeler le supplice de Tantale. C'est-à-dire qu'en somme, on a créé un espoir qui a mobilisé les Algériens, mais pas tous les Algériens. Il faut bien se rendre compte, pas tous les Algériens. Il n'y avait que les Algériens de la ville qui étaient assez mobilisés, on le voit avec les fameuses grèves de 56 et les fameuses grèves de 58, etc. Et donc ces attitudes vont conditionner tout ce qui va se passer après l'indépendance. Et moi je pense que contrairement à dire la dépolitisation, c'est qu'en fait la marginalisation ou la marginalité a été une option du peuple à l'égard d'un pouvoir qui n'était pas usurpé, mais à l'égard d'un pouvoir qui en fait voulait être l'incarnation de la nation. D'accord. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, mais d'abord, j'aimerais écouter Driss Alouache. On a eu deux, on va dire, raisons profondément historiques pour expliquer cette situation. Vous êtes juriste, avocat. Oui. Alors, moi, je resterai au-delà des collègues. Je vais être beaucoup plus très terre à terre. Il me semble très honnêtement qu'au-delà des phénomènes historiques qui sont déroulés tels que développés par nos amis sur un plan historique, je ne remonterai pas ni à Lénine, ni aux communistes, ni à la Révolution, mais il me semble très honnêtement que la problématique avait été posée par notre ami dans le cadre de la légitimité du pouvoir. Et cette légitimité du pouvoir ne pouvait être que à travers une seule option, c'était l'unité nationale. Et comment arriver à l'unité nationale? Eh bien, l'unité nationale, à mon sens, depuis 62 à nos jours, était le même discours, c'est-à-dire la même pensée. Et on est arrivé aujourd'hui à poser la problématique de la légitimité du pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Algérien ou le jeune Algérien, hélas, n'est pas intéressé par ce qui se passe dans son pays. Alors que, fondamentalement, aujourd'hui, avec tous les moyens que sont qu'est la télévision, Internet, les réseaux sociaux, il est au courant de tout. Mais il vous dira, et on l'a vu dans le reportage, et moi ça me désole, ah non, je ne suis pas concerné, pour moult et moult raisons. Les mêmes personnes, les mêmes trucs, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de ceci. Alors que fondamentalement, je crois qu'on ne devrait pas arriver à ce type de raisonnement. La deuxième raison essentielle aussi, dans le cadre de cette unité nationale, il me semble, très honnêtement, qu'il y a eu un manque de dialogue au niveau de l'explication. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je vois l'étudiant, et j'enseigne à la faculté de droit, une matière qu'on appelle l'introduction à la science juridique sous le cadre de la terminologie. Et je remarque que le jeune étudiant ou la jeune étudiante qui vient après un bac, après X années passées, ne se pose pas de questions, n'arrive pas à dire dans quel pays, fondamentalement, peut-être j'exagère, il est, quelles sont les institutions, pourquoi, posant une problématique, une question. Non, ils sont là, j'écoute, j'écrive, et je dirais à la limite, ils apprennent. Ils apprennent par cœur. Alors que, il me semble, et vous êtes là, et
les téléspectateurs de ma génération, quand on était en terminale, il me semble très honnêtement qu'on posait des problématiques, qu'on essayait d'aller au fin fond des choses. D'analyser les situations. D'analyser, comme vous dites si bien, merci, les situations, de parler politique, de liberté, à l'époque déjà. Aujourd'hui, tel que je le constate, je vois que ça va manquer. Alors, Mohamed Akhtar Maougal, vous voulez rebondir ou réagir à ce que vient de dire Al-Hamaki? En même temps, je réagis d'abord parce que je crois que la lecture que fait notre ami Ibn Khaldoun est extrêmement réductrice. Non, vrai, je n'ai pas le temps de développer. On n'est pas là en tous les cas pour parler de la théorie de Ibn Khaldoun. On ne va pas parler de la théorie de Ibn Khaldoun, simplement ce qui peut nous expliquer les choses par ce que nous avance Ibn Khaldoun dans la Muqaddima, c'est l'analyse des trois strates sociales qui composent les sociétés du monde arabo-musulman qu'il avait décrites à l'époque. C'est-à-dire la strate bédouine, la société rurale et la société citadine. Si politique il y a politique dans la cité, c'est-à-dire dans la société citadine. Ça n'existe pas chez les Bédouins et ça n'existe absolument pas chez les ruraux. Le phénomène de citadinité est un phénomène extrêmement récent. Tu as posé... Excuse-moi, tu es mon collègue, donc je te tutoie. Tu as parlé de la relation du gouvernant au gouverné. Oui. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un problème de psychologie sociale plutôt que de comportement par rapport à. Ah, ça, c'est votre interprétation. Bien sûr que c'est mon interprétation. Je parlais de Ibn Khaldoun et de sa théorie telle qu'elle était. C'est mon interprétation. Deuxième élément qui me paraît être important, c'est le fait de poser, et je crois que je vais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue juriste, c'est la question de la construction nationale. Il y a une périodisation de la question nationale. La périodisation obéit exactement à la tripartite que j'ai proposée, c'est-à-dire la période de l'enchantement, où il y a un projet nationalitaire, la période de vérification de la réalisation du projet national, et c'est là où se pose véritablement le problème, et l'échec. Pourquoi l'échec? Parce que j'avais parlé de 89. Aujourd'hui, à partir de la chute du mur de Berlin, parler encore de logique nationalitaire est totalement dépassé. Dépassé. C'est ce qui fait que ni nos philosophes, ni nos historiens ne se sont mis au parfum de toutes les nouvelles théories qui maintenant s'articulent à la mondialisation, s'articulent à la nouvelle organisation internationale du travail, la nouvelle organisation du monde, etc. Donc la question de la nation, je crois que c'est une question aujourd'hui, dans les termes où elle se pose, en Algérie, est totalement dépassée. Totalement. Vous voulez dire, donc, si j'ai bien compris, que la politique aujourd'hui, elle est transnationale? La politique algérienne? Oui. La politique algérienne est articulée au transnational. Ah. Elle est articulée, elle est dominée par le transnational. D'après ce que j'ai vu, ça fait déjà 25 minutes qu'on a commencé le débat, il y a réellement un conflit de génération. Ah oui. Ok. Il y a un conflit de génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat aujourd'hui qu'il y a réellement un conflit de génération? Écoutez, pour moi, c'est dans le prolongement. En fait, il ne faut pas confondre la situation. C'est-à-dire au plan mondial, de toutes les façons, l'articulation, tous les pays sont dans cette situation, mais on voit les comportements politiques et les attitudes politiques sont différentes d'un pays à l'autre. Mais on ne va pas faire trop de comparaisons. La vraie question, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se produit à partir de 1962 ? C'est que nous avons une équipe gouvernementale, une élite qui va penser que tout le peuple ne comprend rien, qu'elle est l'avant-garde et qu'elle doit le guider. Elle doit le guider. Et je vais être précis. En fait, l'État a confisqué totalement ce qu'on appelle en sociologie la mutation sociale. C'est l'État qui a considéré que le peuple algérien doit muer et aller vers une situation que le peuple ne comprenait pas absolument. Il ne savait pas où il allait. Ça, d'une part, c'est pour ça que j'ai dit il a réagi avec la marginalité. La deuxième chose, c'est qu'au fil du temps, dans les débuts des années 60, on s'est rendu compte que lorsqu'on nous parlait de la nation algérienne, alors que nous avions une certaine confusion, parce que nous avons un des hauts dirigeants du mouvement national qui a posé une problématique à propos de la nation algérienne. Et donc on a occulté tous ces discours critiques et on a trouvé
une élite, en quelque sorte, qui a pensé qu'à elle seule, elle incarnait le pouvoir. Parce que nous étions dans parce que nous étions dans un régime totalitaire. Et je vais donc m'appuyer sur la théorie de Raymond Aron, sur le totalitarisme, qui dit en fait, les régimes totalitaires ont ceci, c'est que l'élite croit que ses propres intérêts en tant qu'élite sont les intérêts de son peuple, mais en fait ils font ce qu'il appelle lui la philosophie cynique. C'est-à-dire qu'ils vont faire une politique qui ne va pas aller dans le sens de l'évolution des peuples et qu'en fait on va les garder pour qu'ils pensent uniques, pour qu'ils vivent uniques, etc. etc. C'est le totalitarisme. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture? Elle ne correspond pas aux réalités du développement de la société depuis l'indépendance. J'étais dans l'opposition. Je suis toujours d'une certaine manière dans l'opposition. Je ne suis pas organisé aujourd'hui, mais j'étais organisé autrefois. J'ai écouté un certain nombre de discours qui faisaient autrefois les gorges chaudes chez les opposants, et j'ai été estomaqué le jour où Houari Boumediene est mort et que les gens sont sortis en masse pleurer dans les rues. Je me suis dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors que ma génération s'est battue dans le cadre de la montée, la construction d'une économie nationale, et je l'ai dit, la construction de l'économie nationale dans le projet boumedieniste était un projet nationalitaire. Mais ce qui manquait fondamentalement, c'était les droits fondamentaux du citoyen. Mais c'est ça. Ce n'est pas, ça n'autorise pas, excuse-moi, mais ça n'autorise pas de dire que c'est un pouvoir totalitaire. C'est un pouvoir dictatorial. Mais pas c'est ça, totalitaire. le Nous avons un juriste totalitarisme. qui sait parfaitement quelle est la différence. Je suis désolé, alors il faut aller voir Raymond Aron et ce que c'est que le totalitarisme. Aron est dépassé, totalement dépassé, Raymond Aron. Le problème qui se pose, c'est que quand les Algériens des années 70 ont été mobilisés, par quoi ils ont été mobilisés? Ils ont été mobilisés par deux perspectives. Un, la construction nationale. Et il y avait effectivement une construction de type national. Et il y avait un mouvement anti-impérialiste adossé à l'afro-asiatisme. Et le pouvoir de Boumediene, pour lequel je n'ai jamais eu de la moindre sympathie, je lui reconnais qu'il a amarré l'Algérie à ce mouvement qui est né à Bandung, ensuite qui est passé à Belgrade et au Caire, d'où la formation, le passage donc du non-alignement à l'afro-asiatisme, et ensuite on est allé jusqu'à l'adhésion à une forme de tricontinental avec le modèle cubain. C'était la période où Boumediene est allé à l'Assemblée générale des Nations Unies pour revendiquer un nouvel ordre international. Mais le peuple voyait sa situation. On laisse terminer, je vous donne la parole. Désolé. Monsieur Mangal, vous terminez. Je ne sais pas dans quelle opposition c'était. Et d'un manque de résultats économiques sur le terrain et de welfare life et d'un manque de vie. Ça ne lui implique pas. Ça implique aux décideurs et ça implique aux gens qui font les programmes. Par contre, à la décharge des gens qui faisaient le programme, ils n'ont pas compris que l'Algérie était dans un cycle de mutation qui n'est pas simplement nous qui payons la crise. Et nous payons la crise. C'est quand même impensable, monsieur. Vous venez de faire l'éloge d'une politique des années pour des résultats néfastes, dégueulasses. Des années 70, quand il n'y avait pas des Algériens qui crevaient. Alors, nous avons une thèse et nous avons bien sûr une antithèse. J'espère que vous allez jouer la synthèse, cher ami. Oui, bon, c'est difficile. Là, on a placé vraiment la barre très haut. On parle de choses qui sont complètement étrangères à un simple téléspectateur et un jeune téléspectateur. Oui. Voilà. Ils ont mis plus ou moins la barre très très haute. Bon, donc c'est 53. Moi, j'y reviens encore. 57. Je reviens 55. Toujours. 55, oui. Je reviens, moi, toujours. Je suis très terre à terre. On va essayer de l'être maintenant. Parce que là, très terre à terre. Pour la première demi-heure, on va dire que. Toujours avec l'idée de l'unité nationale. Le reproche que je pourrais faire et que je fais, et je le dis clairement, en Algérie, quelle que soit l'élite,
quel que soit le peuple, on ne sait pas dialoguer. On ne dialogue pas entre nous. On ne dialogue pas avec les jeunes. C'est pour ça qu'il y a un conflit de génération. C'est pour ça qu'il y a un conflit de tribus, je dirais même. On ne fait pas confiance à son élite. On ne fait pas confiance à ses cadres. Je termine, pardon. On ne fait pas confiance aussi à son peuple. On ne veut pas arriver à dire ou à faire dire à quelqu'un, ben écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, vous avez tort. Non, chez nous, non. Et c'est ce qui nous a mené aujourd'hui à cette situation. Et aujourd'hui, on voit, vous l'avez très bien situé, Berlin a sauté, c'est fini. Il y a un nouveau monde. Oui, absolument. Il y a un nouvel ordre. Absolument. Un nouvel ordre, pardon. L'humanitaire aujourd'hui prend la part de la vie de l'homme. Aujourd'hui, le monde est en crise. On n'a qu'à regarder économiquement. Aujourd'hui, ce sont les États qui sont en crise. Le problème de la Grèce. En Algérie, lorsque notre ami M. Lahli dit qu'il y a un conflit de génération, mais il y a un conflit de génération parce qu'on ne discute pas. Lorsqu'on dit, par exemple, Teshri el Shabab, je veux bien, je suis pour. Mais dans son esprit, on ne lui a pas expliqué qu'il faille apprendre, qu'il va falloir travailler. Se retrousser les manches. Oui, non, Cyril Chabab, c'est Erhal, va-t'en. Non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Voilà cette position de dialogue qui manque, et qui manque à tous les niveaux, y compris chez notre élite. Et peut-être... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élite dans notre pays. Il n'y en a pas. Sauf si... Attendez, on parle d'élite politique ou de quelle élite? Je parle des élites politiques, je ne parle pas de l'élite... Voilà, de manière générale. Cela dit, la notion même d'élite demande à être complètement revue. C'est le travail que je mène depuis une quinzaine d'années. Le problème, il est là. Il y a une nouvelle définition aujourd'hui. Bien sûr. Une nouvelle approche, une nouvelle réalité de l'élite. Entièrement d'accord. Une nouvelle réalité de l'élite. Oui. Le problème qui se pose, c'est pourquoi les jeunes aujourd'hui sont complètement désamarrés. Ils sont complètement déstabilisés et ça va très loin, puisqu'il y a des attitudes suicidaires, il y a des attitudes de haraga. Moi, je ne vois pas les haragas en Grande-Bretagne, je ne vois pas des haragas en Italie. C'est le mode de vie, il y a plusieurs raisons, il n'y a pas que la politique, certainement. Bien sûr qu'il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des pays qui ont des économies qui sont à un niveau, qui offrent des capacités d'insertion sociale, au sens où l'entend Émile Durkheim, oui, il y a possibilité de s'intéresser à plus que le ventre, c'est-à-dire la tête et la politique. Quand vous avez des problèmes qui prennent aux tripes le citoyen, qui prennent aux tripes l'ensemble du tissu social, et en particulier des catégories sociales les plus défavorisées, vous avez à ce moment-là un problème d'accroche à la nation, d'accroche à la société. Les gens ne se sentent plus... Pardon, mais parce qu'on ne lui a pas expliqué... Je m'excuse. Lorsque vous avez parlé de haraga, que veut dire le mot haraga bel-arabia? Nahrag. Je brûle. Lorsque le gars, il prend de l'essence et il s'allume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la pensée de Descartes. Je pense donc je suis, je m'immole donc je suis là. Prenez en considération, c'est ça la question. Et moi, personnellement, mon idée, mon avis, je reviens toujours à la notion de dialogue. D'accord. L'Algérien... On va parler de communication tout de suite d'ailleurs. Ok, Al-Harmaki, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire... Rapidement, pour clore, hein, parce que là on est obligé de... Très rapidement. D'abord, la jeunesse, même dans les pays européens, les pays développés, elle a les mêmes problèmes que la jeunesse algérienne. Même un rapport européen le mentionne. S'il n'y a pas les haragas, il y a des suicides, etc. etc. En plus, on le voit dans les comportements politiques, c'est-à-dire au moment des échéances électorales. On s'aperçoit qu'il y a à peu près le même niveau de participation et c'est généralement les vieilles générations qui participent, que ce soit en Europe ou ici. En tous les cas, dans les nouvelles démocraties naissantes, c'est aussi un phénomène. Mais ceci ne justifie en rien l'attitude de l'élite algérienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se produit sur le terrain, c'est que on ne peut pas mobiliser avec un discours politique pauvre. Il y a une pauvreté du discours politique chez nous. Et quand je dis pauvreté de discours politique,
elle est essentiellement rattachée à la question générationnelle. C'est-à-dire quand j'entends, moi, une élite politique parler que, bon, il faut que les vieux partent et que les jeunes arrivent, ça ne résout rien. Parce qu'il nous faut un grand débat d'idées, il nous faut de grands projets, et ça, c'est une pauvreté absolue. Je vois le Parti du Travail qui dit il faut nationaliser, un jeune qui crée un parti dit ah il faut changer l'élite politique, l'autre il dit ah non on n'a pas fait l'agriculture comme ça on doit la faire, alors que la question politique est une question d'idées, de projets de société. Il n'y a pas de projet de société pour mobiliser les masses. Alors on va essayer d'être en tous les cas terre à terre comme disait Driss Alouache à l'instant. On a parlé d'histoire, on a parlé de génération, on est même allé un peu trop loin. Alors, essayons maintenant de comprendre le simple téléspectateur, un citoyen lambda qui nous regarde ce soir, un jeune qui ne comprend peut-être rien depuis qu'on parle, depuis le début de cette émission. Vous avez parlé de communication. Alors, Driss Alouache, le mode de communication, les problèmes de code et de mode de communication, peut-être que c'est là où réside l'essentiel du problème. Alors, je m'explique et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Aujourd'hui, les jeunes vivent dans leur monde. C'est les générations Internet, génération mail, génération iPhone, génération réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie. Et on a l'impression que les politiques viennent d'un autre monde, qu'ils ne comprennent pas ce langage des jeunes. C'est pour ça qu'il y a ce conflit de génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Driss Alouache? Entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord et je suis, encore une fois, partisan, fervent partisan du dialogue. J'en ai pour preuve. Alors comment? C'est le politique qui doit un peu, on va dire, se mettre au diapason. Le politique doit se mettre au diapason, c'est sûr. Quand je prends le législateur, il doit être au diapason du peuple. L'enseignant doit être au diapason du peuple. Le président de l'APC doit être au diapason du peuple. Il faut qu'il sache parler. Et on revient à une question de niveau. Donc je ne veux pas dire par là que la majorité des gens ou des responsables n'ont pas ceci ou cela, mais il va falloir savoir dialoguer. Mais pour la classe politique, c'était une réalité. Oui, bien sûr, entièrement d'accord. Arrêtons de se voiler la face, effectivement, il y a des députés qui n'ont pas le niveau de député. Entièrement d'accord. Et les jeunes, c'est normal. Lorsque le jour des élections, on dit ah, eh bien écoutez, on est là, votez pour moi, votez. Et puis du jour au lendemain, il n'y a pas. L'étudiante l'a dit tout à l'heure, ma fiche, muhadara, tatakallam. Il n'y a pas, qu'on organise. Moi, je veux bien. Honnêtement, je pense pas. On va essayer d'être bref maintenant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je ne pense pas que c'est là-dedans que réside la solution. Je ne pense pas. Je vais dire une chose. Tout à l'heure, je prenais un taxi. Il y avait un jeune. Et ses expressions montrer que, en fait, le problème n'est pas dans le fait qu'on lui parle pas, qu'on ne communique pas. C'est que ce qu'on communique est faux dans la réalité. C'est-à-dire ce qu'il vit lui tous les jours, il a attendu sous la pluie un taxi et il n'y avait pas de taxi qui arrivait. Et donc il était hors de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la politique ne concerne plus le mode de vie des gens, alors, évidemment, si nous n'avons pas de justice, parce que gouverner, c'est quoi? C'est avoir une justice, de l'égalité, d'accord? C'est en fait se préoccuper de la vie des gens. Quand on voit que le gouvernement tient un conseil des ministres et n'a même pas un tout petit mot à l'égard de ceux qui sont victimes du climat ces derniers jours, eh ben, les gens ont droit de dire mais ces gens ne se préoccupent pas de nous. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, il y a le hugra, il y a le fait que les gens ne croient pas à la justice. Il y a le fait, et c'est ça qui démobilise. C'est pas le fait qu'il n'y a pas de communication. Parce que bon, si on prend les médias, elles ont communiqué en ce qui concerne tous les programmes de gouvernement. J'ai fait des émissions avec vous. Ici même. Même. Donc la communication, elle existe. La seule chose, c'est que c'est une communication à laquelle on ne croit pas. On ne croit pas du tout. C'est-à-dire, on sait qu'on fait des choses pas pour nous. On fait des choses pour eux, pour les autres. Et que le problème aujourd'hui, les gens ont la mal-vie à cause de ça. C'est-à-dire, ils ne croient à aucune institution, à aucune action. Moi, j'ai entendu des jeunes qui allaient faire un dossier à l'ANSEJ et qui disent, de toutes les façons, on va prendre notre part, nous ne rembourserons pas. C'est ça, on est dans un système de vengeance à l'égard d'une élite qui n'a pas su
qui a mal gouverné le pays. Non, on a trop habitué ces jeunes à l'assistanat, c'est pour ça qu'on est arrivé peut-être. La preuve, c'est que même le NEPAD, même l'Union africaine a posé le problème et a demandé à ce qu'il y ait des évaluations sur la gouvernance. C'est la malgouvernance qui fait que Mohamed Akhtar, vous avez demandé la parole, et puis je vous la donne juste après. J'exprime un peu mon étonnement par rapport aux collègues juristes qui ne met pas le doigt sur la question centrale d'un fonctionnement d'une société, c'est le contrat social. Il n'y a pas de contrat social dans notre pays. Nous n'en avons jamais eu. Jamais. La société colonisée ne pouvait pas le connaître puisque, effectivement, il y avait une situation de fait et de juré qui était la domination coloniale sur un pays. Mais depuis l'indépendance, l'idée même de contrat social n'a pas effleuré du tout l'esprit de la classe politique. Je ne parle pas d'élite politique. Là, je suis d'accord avec vous. Pour une fois. Je suis d'accord avec vous. Il y a 3 constitutions. Il y a 3 constitutions reconnaissables, identifiables, dont une n'en est pas une en fait. C'est une charte. C'est la charte de 76 qui a commencé à poser des problèmes. À poser des problèmes de la gestion de la société. Ensuite, vous avez la première constitution qu'on peut éventuellement appelée libérale, qui a posé la question du contrat social. C'est la constitution de 89. C'est-à-dire la constitution qui a été préparée par Qasem Mrbah quand il était Premier ministre. Qui consacrait le multipartisme et la liberté de la presse, etc. Peu importe. Troisième constitution. Constitution de l'Émile Zerouane en 96, qui, pour une fois, limitait le nombre de mandats, posait le problème de l'alternance, de manière vague, mais elle le posait. Et vu ce parcours, moi je parle de mes étudiants, je ne parle pas du tissu social dans son ensemble. Je suis incapable de parler de la réalité sociale. Je parle de ce que je vis et ce que j'ai vécu, y compris dans l'échange quotidien avec mes étudiants. C'est qu'à partir de là, qu'est-ce que l'étudiant qui est plus ou moins conscient, qui a fait des études, qu'est-ce qu'il observe? Il observe qu'après 3 tentatives de faire évoluer la Constitution vers un système plus ou moins dans la logique d'un contrat social, on fait marche arrière toute, on abolit le système de l'alternance, on abolit le système de la limitation des mandats et on revient à un type non pas de constitution mais d'une charte de type impérial, avec une dynastisation de la République. Ça, les gens le savent, le disent. Les jeunes ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépolitisés. Les gens d'un certain âge le disent aujourd'hui. Tout le monde le dit. Or, ce problème-là explique ce qui s'est passé dans le printemps arabe. Parce que le cas n'est pas un cas algérien. C'est le cas de l'Égypte, la dynastisation de l'État égyptien, la dynastisation de l'État tunisien, et ainsi de suite. Sommes-nous, non d'une pipe en fer, sommes-nous une république ou sommes-nous un émirat? C'est la question centrale. Et à partir de ce moment-là, le citoyen se définit dans cette revendication d'un contrat social. D'accord. Smahli, juste une minute. Qu'est-ce que le contrat social? C'est la fin de l'idéologie identitaire. C'est le droit de la citoyenneté. Vous avez vos droits, j'ai mes droits. Vous voulez que j'applique mes devoirs? Il faut me reconnaître mes droits. Sans droit, pas de devoir. C'est simple. Voilà. Alors, Driss Al-Ouache? Oui, non, mais on est entièrement d'accord. Mais quand je parlais de communication, je dis communication vraie. Il ne s'agit pas de faire une communication sur un journal ou la venir à une radio et dire ceci, voilà, on communique. Lorsque on reçoit, les jeunes, on reçoit des SMS pour voter, il faudrait qu'on sache que l'article 5 de la loi du régime électoral dispose que tout Algérien, toute Algérienne a le droit, le jour du scrutin, de voter. C'est là, moi, c'est là où je veux l'explication. Et c'est là où je vais aborder la question avec vous, et je serai d'accord. Et c'est là où je pourrai aboutir et construire un contrat social. Je ne construis pas un contrat social sur une chimère ou sur des idées comme ça dans l'air. Non, je construis un contrat social avec des exemples, et des exemples qui doivent être clairs, nets et précis. Vous avez défini tout à l'heure
L'histoire de l'Algérie, vous êtes remonté très loin. Qu'on le veuille ou non, elle a une histoire, ce pays. Je ne vais pas me comparer à la France ou me comparer à l'histoire d'un autre pays. C'est autre chose. Si tant est que les institutions sont les mêmes, mais au moins que mon contrat social, qui doit exister, et je suis entièrement d'accord avec vous, il faut qu'il existe. Il faudrait que ce contrat social émane avec des idées qui touchent l'ensemble de la population. Mais maître, moi, ce que je constate, la forme initiale du contrat social n'est pas européenne. Ah non. Il suffit de lire Fasl al-Maqal de Walid Ben Barouch. D'accord, mais il faut l'appliquer. Il ne s'agit pas de dire il faut lire. Alors, moi j'aime bien quand ils ont lu d'abord. Oui, moi ce que je constate dans le débat, c'est qu'en fait, il y a une vision un peu unilatérale, c'est qu'on regarde que le pouvoir pour cette question-là. En fait, en réalité, il faut se tenir compte de l'expérience qui a été déclenchée à partir de 88 avec le multipartisme. Et que le résultat aujourd'hui n'a pas amélioré la condition de l'acte politique dans notre pays. J'allais y venir justement. Juste, j'en aurais fini. En fait, c'est toujours, et encore une fois, la pauvreté du discours politique qui rend incapable toute élaboration de projets de société, de contrat social ou autre. C'est ça le problème. Alors, je reste dans le même sillage. C'est pas le fait de dire qu'on doit faire un contrat social. J'en écoutais un jeune homme tout à l'heure dire, c'est toujours les mêmes têtes. Le paysage politique en Algérie n'évolue pas, ne change pas. On n'a pas de nouvelles têtes, des gens nouveaux qui viennent avec des idées nouvelles. Est-ce que aujourd'hui, ça peut expliquer cette situation? Écoutez, pour moi, c'est une aberration politique que de poser le problème, que de poser ce problème par rapport aux têtes politiques. C'est une aberration. Parce que, justement, tout à l'heure, on parlait en aparté avant l'émission. Et je disais, en fait, ça m'a fait penser que François Mitterrand, rappelez-vous ça, François Mitterrand, il faut rappeler parce que c'était un événement important. Lorsqu'il a rencontré Daniel Balavoine dans un débat télévisé, c'était la déchirure. On avait pensé que c'était complètement fini et que la politique allait changer de visage ce jour-là, si vous vous rappelez. Il avait même quitté la salle et on l'a laissé Mitterrand. Mais voilà, le génie politique, c'est ça. C'est qu'en fait, des gens de générations différentes ont dialogué et ont trouvé des solutions de façon qu'il y a eu l'alternance en 81 avec un projet de société. La question n'est pas la question de générationnel. La question générationnelle est une pauvreté absolue du discours politique. La vraie question, c'est de l'incompétence politique. La vraie question est, sommes-nous en mesure d'élaborer des projets et confronter nos projets l'un à l'autre. Il ne s'agit pas de dire je suis dans l'opposition tout simplement. C'est confronter, et le confronter à la fois, comme disait l'Oustad, à la fois à la réalité nationale, régionale et internationale, et puis dire mais voilà ce que nous voulons chacun. Parce que c'est pas immuable. Il ne s'agit pas de dire bon moi je veux rester toujours sous l'étendard du FLN. On peut avoir l'alternance. Il faut construire l'alternance pour mobiliser la jeunesse. Sans la construction de l'alternance, il n'y a pas de politique. Alors, votre avis sur cette question du paysage politique? Entièrement d'accord. J'espère que personne ne va quitter le plateau, en tous les cas, avant la fin de l'émission. Oui, non, absolument pas. On y reste. D'accord, on y reste. On est unis. Il n'y a pas de problème. Non, entièrement d'accord. Mais il faut... Moi, je reviens toujours à mon idée. Peut-être je suis têtu. Le dialogue... Il faut l'être dans la vie. Hein. Le dialogue doit être un dialogue constructif par des personnes qui ont les compétences et le vouloir, le désir de vouloir arriver à... non seulement dépasser cette unité nationale, arriver à un contrat social. Alors, il est clair. Aujourd'hui, on reproche au parti. Alors, s'il vous plaît, je peux. Attendez, monsieur Mekit, comme à chaque fois, il y a une chose. Où on l'a quand on est politicien. Où on a du charisme et on sait communiquer, où on ne l'a pas. Et les dirigeants qui nous gouvernent n'ont pas de charisme. Est-ce que je peux mettre un mot? Heureusement. Merci. Je crois que... merci. J'en prends acte. Je crois qu'il y a une réalité aujourd'hui aussi qui est lue, évaluée, appréciée par beaucoup de... Quand je dis les Algériens politisés, je ne parle pas des Algériens qui ne sont pas politisés, on n'en sait rien. Ils sont dans les affaires, ils sont dans le trafic, ils sont dans la drogue, ils sont dans tout ce que vous voulez. Mais chez les Algériens politiques, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on est sorti jusqu'à 1980
89, on était dans un système dit de parti unique. 88, dites-moi 88 s'il vous plaît. Jusqu'à la Constitution. La Constitution date de 89. Oui. Ça. Qui a posé de nombreux jalons, de bons jalons. La Constitution de 89. Nous étions dans un semblant de système de parti unique avec pléthore de partis d'oppositionnels, et j'en parle en connaissance de cause, mais qui n'existaient pas institutionnellement, qui n'étaient pas reconnus, quand ils n'étaient pas persécutés. Mais, et ça je peux le dire, le comportement des partis d'opposition n'avait rien à envier et n'était pas si différent de ce qui se passait dans le parti officiel et dans l'État. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que nous avons eu une période extrêmement courte de 89, de la promulgation, donc de la Constitution et la reconnaissance du pluralisme politique, à la crise de 90-91 où nous sommes passés brutalement à une Algérie bicéphale. Bicéphale, c'est-à-dire... Totalitariste. Bicéphale, c'est-à-dire que vous avez toute l'ancienne intelligentsia, si vous voulez, de type nationalitaire, avec les multiples revendications parfois contradictoires au sujet de la démocratie culturelle, la démocratie linguistique, la démocratie religieuse, etc. Et vous avez un bloc qui se constitue à partir de 90, 91, 92, qui propose ce qu'il a appelé un nouveau projet de société revanchard. C'est l'émergence du fils du Front islamique de salut. On ne peut pas ne pas en parler. Les jeunes en parlent aujourd'hui, parce que pour les jeunes, il te dit est-ce que c'est un démocrate ou est-ce que c'est un islamiste? Est-ce que c'est un barbu? Parce qu'on lui a inculqué. On n'a pas inculqué. On n'a pas inculqué, il observe. Il observe. Vous étiez ici dans les années 90-91. Les hordes, ce n'est pas au sens négatif, mais si vous voulez, les légions qui ont défilé dans les rues, Didouche-Mourad, le boulevard Amirouche, etc. Ça frappait l'imagination. Et ça a donné à des jeunes, ça leur a donné l'illusion qu'il y avait une possibilité de changement, un nouveau train en marche. Sauf que les jeunes n'avaient pas le background et l'expérience politique de poser le problème. Le premier problème qu'on pose politiquement à un parti ou un autre, quel est ton programme? Pas qui te dirige. Quel est ton programme? Les gens ne débattent pas de programme en Algérie. Or, un parti qui n'a pas de programme est un parti dangereux. Qui n'a pas d'idée. Mais on est Et aujourd'hui, on est devant ce constat en tous les cas. Il y a beaucoup de partis. Vous dites exactement ce que je suis en train de dire d'une autre façon. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je reviens encore une fois à cette histoire de communication. Et la communication, elle va rentrer dans quoi? Dans le cadre du programme, dans le parti. Dans le cadre du programme, de la politique politicienne du responsable, c'est-à-dire s'il a un charisme politique ou pas, de celui qui va éduquer aussi. C'est ça notre problématique à nous. Lorsque je parlais de l'enseignement et de l'université, vous avez aussi des étudiants comme moi. La première année, quand je discute avec lui, au-delà de l'enseignant que je suis, non, dehors, je discute avec lui en tant qu'Algérien. En tant qu'ami. Je leur dis, ici, on fait le cours, dehors, on est des amis. Quand on discute comme ça, qu'est-ce qu'ils me disent? On voudrait qu'on nous parle vrai, qu'on nous dise la vérité, qu'on nous explique. La problématique de l'Algérien, elle est là. Il faut savoir expliquer. On lui a menti. Et vous pensez qu'on a failli, depuis l'indépendance, nos politiques ont failli d'expliquer aux Algériens la réalité des choses, la réalité du terrain? Je m'inscris en faux. Il faut périodiser pour ne pas généraliser et ne pas faire de tort à des gens qui ont fait leur boulot. L'université algérienne, parce que c'est celle-là qui prépare les cadres. Même s'il faut redéfinir, à votre avis, le terme d'élite. Pour moi, c'est des cadres. D'accord, des cadres, on va dire. Il y a une nouvelle définition de l'élite. Absolument, absolument. Cette université algérienne, KNKA, a pu assurer une sorte de continuité dans une logique d'enseignement et de formation que je peux amener jusqu'aux années 75-76, sans me tromper.
J'ai quitté. Je ne parle pas. 80. Ça n'engage que M. Mangal. J'ai quitté l'Algérie en septembre 1970. Je suis allé faire une formation spécialisée à l'étranger. Je suis revenu en 86. Donc, si vous voulez, je ne veux pas me prononcer de manière catégorique sur une période où ma société était loin de moi. Je vivais dans l'immigration, je militais dans l'immigration, mais c'est une autre paire de manches. Par contre, ce qui me paraît être important, c'est que quand je suis revenu, jusqu'aux années 89-90, l'université se tenait plus ou moins. À partir de 90, c'est un désastre. C'est une calamité. L'université est sinistrée. Et ce que vous avez entendu des étudiants, faculté centrale est suffisamment significatif. Nous sommes à Alger, les universités de l'intérieur. D'accord. Qui ont été multipliées au nombre de wilayas. Alors, Abdelhak Mekki, on doit terminer là. Il faut être assez rapide. Je suis un peu gêné avec ce type d'analyse parce que pour moi, la politique, c'est pas parler de l'université ou autre, c'est de parler de l'attitude politique, c'est-à-dire la communication. Oui, mais l'université a une relation avec la politique, on veut ou non. Non, excusez-moi. Communiquer pour un homme politique, c'est faire l'opinion. C'est pas d'aller communiquer. Et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est faire l'opinion. Et c'est faire l'opinion, c'est qu'il faut avoir les qualités d'un leader. Et pour être une qualité de leader, c'est qu'il faut savoir au moins bien parler. Quand je dis communiquer, au moins bien parler. Au moins une langue. Non, pas une langue. Non. Je dis au moins. Moi, je suis pas. La politique ne doit pas être faite par les technocrates. Parce qu'en fait, nous avons des technocrates qui ont tout échoué. La politique, c'est du militantisme à la base. Ergal, il était dans l'opposition, moi j'ai été dans l'opposition. C'est du militantisme, c'est sacrifier son temps de loisir, son temps de repos, sa vie privée pour une action politique et pour une idée. Et être capable même des plus grands sacrifices, c'est-à-dire pas du harraga, mais du sacrifice de sa propre vie pour défendre une cause. C'est avoir une cause. C'est avoir une cause. Or, vous ne pouvez pas créer des causes comme vous le voulez si, justement, il y a une défaillance de la classe politique. Il y a une défaillance. Pourquoi elle est une défaillance? Elle a une défaillance de comportement. Je vais vous dire une chose. Lorsque M. Boumediene, nous parlait du socialisme, on se rendait compte qu'en même temps qu'il parlait du socialisme, il nous faisait du capitalisme. D'accord? Et là, les Algériens ont compris qu'en fait, ils allaient devenir des schizophrènes. Parce que ils sont devenus névropathes de ce point de vue-là. Nous avons un gros problème de compréhension et de projets de société. Alors, dernière question, est-ce que c'est mondial? Parce que beaucoup d'analystes aujourd'hui disent ce n'est pas propre à un pays, c'est mondial, tous les pays. Non, ce n'est pas mondial, c'est culturel, fondamentalement culturel, et c'est régional, et c'est marqué par les expérience des peuples. L'expérience du peuple algérien n'est pas l'expérience du peuple américain. Le peuple américain a défini une stratégie de démocratisation. Ils sont arrivés à un tel degré de liberté d'expression où un linguiste, Noam Chomsky, très connu, se permet de dire des choses sans être le moins du monde inquiété. Vous vous êtes permis de dire des choses aujourd'hui. Moi, je vous les suis toujours dit. Très bien. Je prends mes responsabilités, j'ai toujours dit. C'est pour ça qu'on vous a invité. Écoutez, on ne peut pas répondre d'une manière aussi catégorique vu justement les réseaux, les moyens de communication, etc. Ce qui est clair, c'est que si on prend les jeunes, chez les jeunes, ce qui est clair, c'est qu'en fait, il y a les mêmes comportements qui sont devenus des comportements stéréotypés. La défaillance du monde politique vis-à-vis des jeunes, elle est pratiquement mondiale aujourd'hui. Et à voir, par exemple, juste sur les questions humanitaires, les jeunes ne sont plus d'accord. D'accord, ok. Driss Alouache, et je terminerai avec vous. Eh ben, merci de terminer avec moi. Je dirais que moi, personnellement, je pense que c'est un problème qui est en partie spécifique à notre pays, l'Algérie, mais qu'il est aussi fondamentalement international et que nous subissons, qu'on le veuille ou non,
tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. D'accord, merci à tous. Driss Alouache, je rappelle, avocat, enseignant de droit à l'Université d'Alger. Abdelhak Mekki, politologue, consultant économiste. Mohamed Akhdar Maougal, je rappelle, linguiste, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais vous présenter trois d'entre vous, trois de vos ouvrages. Je rappelle que vous êtes vice-président du comité scientifique de l'Académie africaine des langues. Je vais être très honnête avec vous, monsieur. J'ai à peine posé un quart de mes questions ce soir. Vous m'avez embourbé dans cette histoire de raison historique. C'était passionnant, en tous les cas, certainement les téléspectateurs, j'espère qu'ils ont apprécié ce débat. Monsieur Maougal, je présente donc vos livres. D'abord, Élite arabe et musulmane aux éditions Millefeuille. Vous avez également Élite algérienne aux éditions APIC et aux mêmes éditions Kateb Yassine, l'indomptable démocrate. Merci à tous. Madame, monsieur, je vous souhaite une excellente suite des programmes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.